Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui vous concerne. Nous sommes au plus près de vous avec nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales et des Indés radios. Nous sommes ensemble pendant 1h30 et au menu du jour, ça passe de justesse. Le Sénat a voté hier la loi bioéthique à 10 voix près, 154 voix pour, 144 contre. Le texte comprend entre autres mesures la PMA pour toutes. On va en parler avec la sénatrice Les Républicains des Alpes-Maritimes, Dominique Estrosi-Sassonne. Elle est avec nous ce matin. Dans une demi-heure, l'invité politique, c'est Julien Denormandie, le ministre chargé de la ville et du logement. Interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Stéphane Vernet de Ouest France. Et puis nous poursuivons notre tour de France de la campagne municipale. Cette semaine, nous sommes dans le Nord et le Pas-de-Calais. Aujourd'hui, direction Maubeuge, où la question du communautarisme est présente dans la campagne. Et puis dans le Club des territoires, on fera un débat sur les maires face à la radicalisation. Sont-ils suffisamment informés? Ont-ils les bons outils? Sont-ils laissés trop seuls face à ce phénomène? On en débattra. Mais avant cela, voici les autres informations de ce mercredi 5 février. Nouvelle journée d'action contre la réforme des retraites. Ce sont les fonctionnaires qui sont appelés à se mobiliser aujourd'hui. Et pendant ce temps, la commission spéciale de l'Assemblée nationale poursuit l'examen du texte. Hier soir, elle avait examiné 360 amendements sur les 22 000 déposés. Le Sénat adopte la proposition de loi de Bruno Retailleau sur le service minimum dans les transports. Le texte prévoit d'assurer un service minimum dans les transports pendant les jours de grève, quitte à réquisitionner les grévistes. L'opposition dénonce une atteinte au droit de grève. Violence sexuelle, il est temps de donner de la voix. C'est le titre de la tribune publiée ce matin par 54 athlètes français, dont Nathalie Péchala et Teddy Riner. Ils appellent à une prise de conscience des dirigeants et entraîneurs, se disent révoltés, mais malheureusement pas si étonnés que ça. Cette tribune fait suite aux accusations de viol de Sarah Abitbol sur son ancien entraîneur. Hier, le parquet de Paris a ouvert une enquête à ce sujet. Et on débute avec la sénatrice du jour, élue des Alpes-Maritimes, siège dans le groupe Les Républicains. Bonjour Dominique Estrosi-Sassonne. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On va commencer par l'actualité du Sénat et cette proposition de loi de Bruno Retailleau qui a donc été adoptée hier sur le service minimum dans les transports. Elle vise à assurer un service minimum réel, surtout durant les heures de pointe, quitte à réquisitionner des grévistes. Est-ce que c'est de facto une atteinte au droit de grève, comme le dit l'opposition? Pas du tout. Aujourd'hui, ça ne porte pas du tout atteinte au droit de grève. Le droit de grève, ce n'est pas le droit de prendre en otage des usagers. Ce n'est pas le droit de vie ou de mort sur des entreprises dont l'activité peut être menacée par des grèves, et plus particulièrement par des grèves de longue durée. Le droit de grève, c'est aussi un droit de grève qui n'est pas illimité. Et la façon aussi de pouvoir rééquilibrer cela, c'est de donner et de mettre en œuvre des limites qui permettent effectivement de faire en sorte que notre pays ne soit pas bloqué lorsqu'il y a une grève dans les transports publics, parce que véritablement c'est une proposition de loi importante, parce qu'elle apporte une réponse à bon nombre de nos concitoyens qui, au cours des 2 derniers mois par exemple, et nos concitoyens les moins aisés sont trouvés confrontés à cette situation, ont vu comment le pays pouvait être bloqué, et force est de constater que ce n'est pas possible dans un état de droit comme le nôtre. Hier en séance, la présidente du groupe communiste, Éliane Assassi, a dit « Votre groupe s'attaque aux grévistes pour les contraintes à rentrer dans le rang ». Qu'est-ce que vous dites ? Je dis que ce sont des propos qui sont quelque peu excessifs. En tout cas, la présidente du groupe communiste est dans son rôle. On n'en entendait pas autre chose, bien évidemment, mais on a voulu aussi montrer que dans des conflits par exemple avec le gouvernement, où il ne peut pas y avoir au préalable un dialogue social comme on peut l'avoir lorsqu'il y a un conflit dans une entreprise, où d'abord on privilégie le dialogue social. Et si effectivement le dialogue social ne débouche pas, eh bien si la grève a lieu, on peut mettre en place un dispositif comme celui que prévoit la proposition de loi de Bruno Retailleau. Mais face au gouvernement, face par exemple à ce conflit pour protester contre la réforme des retraites, il n'y a pas de dialogue social qui peut être mis en œuvre. Et donc, il n'est pas normal non plus que nos concitoyens, que les usagers soient pris en otage. Il n'est pas normal que l'activité économique de notre pays puisse effectivement avoir des problématiques qui vont encore plus aggraver un certain nombre de choses sur nos territoires. Alors justement, ce conflit du mois de décembre, il est lié à la réforme des retraites. La réforme des retraites qui est en examen au Parlement depuis cette semaine, commission spéciale à l'Assemblée nationale. 360 amendements examinés hier, après 2 jours, sur les 22 000 déposés. Est-ce que le Parlement va avoir du mal à imprimer sa marque sur le fond de ce texte ?
Forcément, forcément, et je crains que nos concitoyens, finalement, ne voient que cette mascarade, en quelque sorte, cette obstruction parlementaire, et que finalement, eh bien, les débats soient tronqués, même si, bien évidemment, j'espère qu'ils vont avoir lieu dans l'hémicycle. Et comme le délai de 6 semaines n'a pas été respecté entre la présentation du texte en Conseil des ministres et le dépôt à l'Assemblée nationale, eh bien, il ne pourra pas y avoir de temps de parole réglementé. Donc les débats peuvent aussi durer très longtemps, sauf si le gouvernement venait à utiliser le 49.3, ce qui serait un très mauvais signal. Mais je pense que l'obstruction parlementaire n'est jamais bonne, en tout cas pas à ce niveau-là. Il y a d'autres moyens de s'opposer. Ça dénature les droits du Parlement et finalement, ça risque de porter atteinte à tout le monde. Je pense que pour s'opposer, la meilleure des choses, c'est bien évidemment de formuler des propositions. C'est ce que fait le groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale et c'est ce qu'on fera aussi au Sénat. Est-ce que vous avez l'impression d'être entendu par le gouvernement, par Emmanuel Macron sur vos propositions ? Non. On n'est pas entendu. On ne l'a pas été aujourd'hui, on n'a pas été hier, on ne l'est pas aujourd'hui, mais pour autant, on a des propositions réelles, et en particulier sur le financement de cette réforme des retraites. Parce que, encore une fois, même si on peut considérer que cette réforme, elle n'est ni faite ni à faire, aujourd'hui, si le gouvernement veut effectivement que cette réforme puisse aller jusqu'à son bout, la moindre des choses serait que l'on en sache un peu plus sur le financement d'une réforme aussi importante que celle-ci. Mais du coup, est-ce que vous ne comprenez pas la France insoumise qui se dit finalement on n'est pas entendu sur le fond, autant attaquer sur la forme ? Non, je ne comprends pas la France insoumise parce que je pense que c'est grotesque et que même si effectivement c'est dans la possibilité que peut utiliser un parlementaire ou un groupe parlementaire, je pense que ça ne donne pas une belle image du Parlement et qu'aujourd'hui, au niveau de la démocratie parlementaire, on a besoin de montrer que l'on peut se poser, que l'on peut être porteur de propositions sans pour autant faire une telle obstruction parlementaire. Allez, on va passer à ce qui se passe au Sénat. Le Sénat qui a donc voté hier de justesse la loi bioéthique. On va en parler avec notre journaliste parlementaire Steve Jourdain. Bonjour Steve. Bonjour Oriane, bonjour Madame la Sénatrice. Bonjour. Et Steve, ça y est, c'est fait. Le Sénat a donc adopté le projet de loi bioéthique. Fin du suspense. Oriane, et du suspense, il y en a eu, puisque quelques instants avant le vote, certains sénateurs de droite notamment ne savaient toujours pas s'ils allaient voter pour, s'ils allaient voter contre. Alors c'est passé, mais à un cheveu. Le projet de loi du gouvernement a donc été adopté à 10 petites voix près, 154 pour, 144 contre. Ces 15 derniers jours, Oriane, on a beaucoup dit qu'il n'y avait ni droite ni gauche, que les sujets discutés dans l'hémicycle étaient extrêmement sensibles. C'est vrai, ils étaient sensibles, ces sujets. PMA pour toutes, recherche sur les embryons et les cellules souches notamment. Mais je vous laisse juger. Voici le tableau des votes par groupe politique. Le groupe LR a majoritairement voté contre, 98 voix contre. Le groupe socialiste a majoritairement voté pour. Ils étaient 64 sénateurs socialistes à voter pour. Ce sont donc les socialistes, deuxième groupe politique au Sénat, qui ont fait basculer ce vote indécis. Alors il s'agit certes d'une majorité plurielle, mais on le voit, le clivage droite-gauche sur les sujets sociétaux existe bel et bien toujours. Pour le nouveau monde, on attendra encore un peu. Alors Steve, comment chaque groupe a justifié ses prises de position, ses votes ? Alors pour les socialistes, le texte du gouvernement n'est pas parfait, mais il propose des avancées comme la PMA pour toutes, par exemple, qu'on ne pouvait pas sérieusement repousser. Écoutez Jacques Bigot pour les socialistes. Ça va arriver. On n'en doute pas, ça arrive, ça arrive. Mes chers collègues, nous sommes conscients qu'une loi de révision bioéthique n'est jamais parfaite. Ceux qui veulent aller plus loin, ceux qui ont peur qu'on aille trop loin, nous considérons qu'il y a quelques petites marges de progrès, qu'il y en a encore beaucoup que nous espérons revenir. Et c'est dans cet esprit que la majorité de notre groupe votera pour ce texte avec l'espoir de vous voir revenir avec de meilleurs sentiments. Voilà, et à droite, il n'y avait pas de consigne de vote non plus. Chacun a donc voté en conscience. Muriel Jourdain, la rapporteure du texte, a voté contre. Elle s'en explique à notre micro. Écoutez. J'ai voté contre. Moi, j'étais rapporteur d'une partie de ce texte et j'ai notamment essayé de convaincre en vain la commission spéciale de ne pas étendre l'assistance médicale à la procréation aux femmes seules et aux couples de femmes. C'est une mesure phare, on le sait, dans la mesure où l'extension a été votée. Je n'imaginais pas voter pour ce texte.
Voilà, en off, certains sénateurs LR nous confiaient pourtant qu'ils étaient quand même soulagés que ce texte ait été adopté. Pour une raison simple, Lauriane, s'il n'avait pas été adopté, le Sénat aurait rendu copie blanche à l'Assemblée nationale. Le texte originel, celui du gouvernement, aurait à nouveau été soumis aux députés pour une deuxième lecture. Là, au moins, les députés vont devoir se prononcer sur les modifications apportées par les sénateurs. Ils devront donc, par exemple, se prononcer sur le non-remboursement de la PMA pour tout en dehors des cas médicaux, Oriane. Alors voilà pour les explications du côté des sénateurs. Du côté du gouvernement, quelle a été la réaction à ce vote? Le soulagement aussi, Oriane. Le soulagement, il se lisait notamment sur le visage d'Agnès Buzyn. Écoutez, c'est au micro de Cécile Cixous, juste après le vote dans l'hémicycle. Ce texte, même s'il acte de très nombreuses différences avec le texte de l'Assemblée nationale, il y a au moins un article qui concerne l'ouverture de la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes qui a été adopté, même s'il devra faire l'objet de modifications puisque nous souhaitons le remboursement par la Sécurité sociale. Voilà, le texte va encore voyager, il va donc être examiné par l'Assemblée nationale, mais il reviendra ensuite au Sénat, puisque, chose assez rare depuis le début du quinquennat pour être souligné, le gouvernement n'a pas engagé la procédure accélérée sur ce texte, Oriane. Merci beaucoup, Steve. On vous retrouve tout à l'heure. Dominique Estrosi-Sassone, vous avez voté pour ce projet de loi bioéthique. Vous êtes minoritaire dans votre groupe. Pourquoi ce choix ? J'ai fait ce choix parce que j'ai voté contre l'article 1er dans le cadre des débats. Mais à partir du moment où l'extension de la PMA était votée, j'ai souhaité m'appuyer sur les positions prises par la majorité sénatoriale qui a eu à cœur de faire en sorte que nous encadrions mieux la problématique de l'extension de la PMA. C'est-à-dire que nous faisions rentrer en ligne de compte la procédure d'adoption afin de sécuriser juridiquement l'acte. Et c'est ce qui m'a amené à voter pour ce texte, mais de la façon dont le Sénat l'a encadré. Et je pense qu'effectivement, à partir du moment où on savait que la PMA serait votée, au moins la majorité sénatoriale a posé des garde-fous. Y compris sur cet article sur le remboursement, vous ne souhaitez pas le remboursement de la PMA pour toutes les femmes, uniquement pour les PMA médicales, comme l'a voté le Sénat? Oui, je n'ai pas à souhaiter. Aujourd'hui, pour faire l'objet d'un remboursement par la Sécurité sociale, c'est pour cause de maladie. Effectivement, l'infertilité est une maladie. Lorsqu'un couple de femmes souhaite faire appel à la PMA, ce n'est pas, en tout cas, lorsqu'il y a un premier essai pour maladie. Si effectivement, le premier essai venait à échouer, on peut considérer alors là que peut être prise en compte une difficulté qui peut tenir effectivement à la maladie et à ce moment-là procéder au remboursement par la Sécurité sociale. Et pourtant, vous l'entendez, Agnès Buzyn semble vouloir revenir sur ce point et reproposer le remboursement à toutes les femmes à l'Assemblée nationale. Oui, mais pas que sur ce point. J'ai trouvé que les débats ont été très dignes dans l'hémicycle du Sénat. Ils ont été apaisés. Ils ont permis aux uns et aux autres d'exprimer leur position dans le respect de leurs convictions. Je veux aussi rendre hommage au président de mon groupe, à Bruno Retailleau, dont on connaît les positions, mais qui a laissé liberté de parole, qui a laissé liberté de vote, qui a simplement dit que chacun était effectivement responsable de sa voix. Et c'est normal sur un texte qui touche à l'intime, un texte qui touche à la croyance, à la science, à la société, à l'évolution des droits. Et j'ai trouvé que Madame la ministre, à l'issue du vote, lorsqu'elle a pris la parole dans l'hémicycle, a fait preuve d'une certaine arrogance. Elle balayait déjà d'un revers de la main le fait que le texte il était bien en procédure normale, qu'il y aurait bien une deuxième lecture à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et d'ailleurs, le président Larcher l'a reprise en disant « Madame la ministre, il ne faut pas anticiper sur les débats qui vont avoir lieu en deuxième lecture. » Et donc, vous pensez que le Sénat ne sera pas entendu, en tout cas au final, sur ce texte? On ne sait pas. On ne sait pas. Le débat, en tout cas, aujourd'hui, n'est pas figé. Et il faut encore laisser le temps au Parlement de pouvoir avancer sur ces thématiques et au gouvernement de ne pas considérer que c'est son texte et que d'une façon pour le moins arrogante, eh bien, il imposera à tout craint sa position. Vous parliez de votre président de groupe, Bruno Retailleau, qui a exprimé clairement son opposition à ce texte, mais vous le dites, il a laissé la liberté de vote. Est-ce que quand même ça va laisser des séquelles au sein de votre groupe, ce texte bioéthique? Aucune. Je suis très sincère là-dessus. Nous avons eu plusieurs réunions de groupe qui ont évoqué, bien évidemment, les discussions sur le projet de loi sur la bioéthique. On a aussi, au sein de notre groupe, le président de la commission spéciale et président de la commission des affaires sociales qui avait une position
complètement opposée à celle de Bruno Retailleau. Alain Milon qui était même favorable à la GPA. Donc les choses se sont vraiment passées dans un dialogue permanent, et à partir du moment où chacun a été respecté, où la liberté de vote a été pleine et entière, eh bien, ça ne laissera aucune trace, et je pense qu'au contraire, ça va renforcer le groupe. Oui, bien, on va passer à un autre sujet. Dominique Estrosi-Sassone, vous savez, tous les jours, on se rend dans une rédaction locale. Aujourd'hui, on va aller voir nos partenaires de TV Tour. Bonjour, Michael Texier. Merci d'être avec nous ce matin, Michael. On va parler d'un tout autre sujet. On va parler désertification médicale. Blois a trouvé une solution pour lutter contre la désertification médicale. C'est une cabine de téléconsultation. Et oui, un cabinet médical à distance qui a été mis en place dans une résidence senior. C'est la première du département. Le principe est simple, le patient s'installe dans la cabine et connecte lui-même différents capteurs pour prendre sa température, sa tension ou encore pour écouter son cœur. Le patient n'est pas seul théoriquement, puisqu'un médecin est présent via caméra et écran interposé. La téléconsultation dure une vingtaine de minutes et coûte le même prix qu'une consultation classique. À l'issue, le médecin peut poser un diagnostic et orienter le patient vers un spécialiste si besoin. Coût pour la résidence qui a installé cette cabine de 40 à 50 000 euros par an. L'investissement nécessaire pour eux, puisque 15% de leurs résidents n'ont pas de médecin, une situation qui pourrait même s'aggraver dans le Loir-et-Cher. Le Loir-et-Cher qui a perdu 81 médecins sur ces 20 dernières années. Le taux pour 1000 habitants est l'un des plus faibles de France et toutes les solutions sont bonnes pour tenter d'enrayer cette désertification qui s'étend à tout le centre Val-de-Loire. La région, par exemple, a décidé de salarier elle-même des médecins. 150 postes seront à pourvoir. Voilà pour ce sujet, Mickaël. On va bien sûr parler des municipales et notamment des municipales à Tours. Comment se passe la campagne du côté de Tours ? Eh bien, la campagne, comme un peu partout, commence à prendre un petit peu sa vitesse de croisière. On était jusque-là, jusqu'au dévoilement des listes, et on arrive bientôt au programme en tout à Tours. 9 listes déclarées pour le moment, dont 3 principales. À droite, le maire radical sortant Christophe Boucher, 57 ans. Pendant l'automne, il avait tenté d'obtenir l'investiture La République En Marche. Il ne l'a pas eu et est soutenu aujourd'hui par son ancienne famille, les Républicains et l'UDI. Il a succédé à Serge Babary en 2017, quand celui-ci a choisi de mener carrière plutôt au Sénat, après avoir été élu en 2014 à la mairie. Christophe Boucher est en place, mais en vertu de cette particularité, il pourrait ne pas bénéficier de la fameuse prime au sortant. Et il en a conscience dans la campagne. Il a présenté un bilan, non pas un bilan de 2 ans et demi, mais un bilan de 6 ans. Son argument, il faisait partie de l'équipe dès 2014 et être à la tête de la mairie, c'est un travail d'équipe, même si aujourd'hui, il en est le seul maire. Face à lui, La République En Marche, qui avait préféré Benoît Pierre, un universitaire tourangeau, proche d'Édouard Philippe, qu'il a fréquenté sur les bancs de Sciences Po. Il dévoile peu à peu sa liste. On le retrouve des sensibilités en fait d'un peu partout, de gauche et de droite. Un tiers sans mandat, des anciens de l'équipe précédente et de l'équipe précédente encore. Et puis, troisième liste à surveiller, qui elle aussi fait une belle union, c'est la gauche écologiste. Emmanuel Denis, conseiller municipal, a fait l'union qui va d'Europe Écologie Les Verts aux Insoumis, en passant par les communistes et le Parti socialiste. Cathy Munch-Masset, vice-présidente de la région, poids lourd du PS Tourangeau, un temps tête de liste PS, s'est rallié donc à Emmanuel Denis. Et puis, à signaler aussi la présence du Rassemblement national, candidat évidemment qu'il faudra surveiller à Tours aussi. Eh bien, merci beaucoup, Mickaël, pour ce point très complet. Je précise qu'on viendra voir comment se passe la campagne du côté de Tours la semaine prochaine. Dans le cadre de nos reportages en région, on viendra chez vous, Mickaël. Merci pour ce point très complet. À très bientôt pour un nouveau point. On va voir comment se passent les municipales du côté des Alpes-Maritimes. Maintenant, Dominique Estrosi-Sassone, c'est l'heure de votre revue de presse avec Steve Jourdain. Et Steve, du côté des Alpes-Maritimes, à la une de la presse ce matin, une nouvelle altercation entre un élu et un administré. Oui, on se souvient de la mort tragique du maire de Signes, c'était l'été dernier. Nice Matin nous révèle qu'un conseiller municipal a été blessé par des individus dans la commune de Tourette-Levens. C'est dans votre département des Alpes-Maritimes. Madame la sénatrice, l'élu s'était interposé pour stopper la manœuvre de 2 individus. Ces 2 individus, ils s'apprêtaient à vider le chargement de gravats de leur camion dans un ravin. Les 2 individus ont poussé l'élu dans ce ravin avant de prendre la fuite. L'élu a légèrement été blessé, Oriane.
Et ça rappelle, évidemment, Steve le disait tristement, la mort du maire de Signes, décédé pour les mêmes causes, en tout cas, empêcher les déchets. Quelle est votre réaction face à ça, Madame la sénatrice ? Nous sommes confrontés dans notre pays, et plus particulièrement, bien sûr, au niveau de nos collectivités locales, à une crise de civisme, à une montée des incivilités, des violences, des agressions verbales et physiques qui sont aujourd'hui au-delà du seuil du supportable. Et c'est vrai que très souvent, trop souvent, les maires sont seuls, les adjoints, les conseillers municipaux, les élus locaux, ils sont seuls pour faire face à cette montée des incivilités. Et cela peut conduire malheureusement, comme au décès du maire de Signes, ou comme de nouveau à cette agression, mais qui fait suite à d'autres agressions qui ont été perpétuées de la même façon. Nos concitoyens aujourd'hui, en tout cas une partie d'entre eux, ne savent pas respecter les droits et les devoirs, ne savent pas aussi tout simplement, pour les dépôts d'encombrants, de décharges sauvages, les collectivités locales ont fait beaucoup d'efforts. Elles ont mis en place des déchetteries. Donc aujourd'hui, tout est là pour que, effectivement, ce type de comportement ne puisse pas continuer à se produire. Force est de constater que ce n'est pas le cas, c'est déplorable et qu'il faut certainement aller plus loin. La loi engagement et proximité, avec les ajouts du Sénat telle qu'elle a été votée, faisait déjà un pas dans ce sens, puisque renforcer quand même les pouvoirs de police des maires. Mais aujourd'hui, il faut aller encore plus loin. Il faut aller plus loin. Il faut, par exemple, que les dépôts d'encombrants, les dépôts sauvages, soient considérés comme des délits et soient punis à la hauteur de délits. Aujourd'hui, on est puni à travers une amende de 68 €. C'est ridicule. Il faut que les amendes soient beaucoup plus importantes. Et aussi, si vraiment le comportement est avéré comme étant extrêmement dangereux et délictueux, que ça puisse être aussi possiblement une peine de prison. Allez, on va enchaîner, on va parler des municipales, Steve, à Nice, les Échos qui se penchent sur les finances de la ville de Nice. Ouais, Nice va mieux, selon les Échos. Nice va bien sur un plan financier, si l'on en croit les Échos. La ville affiche une meilleure santé financière grâce à des recettes fiscales en hausse. Depuis 2014, l'encours de la dette a baissé de près de 7% selon les Échos. Si Christian Estrosi devait tomber à l'occasion des prochaines municipales, ça ne sera sans doute pas à cause des finances de la ville. Non, ça ne sera pas à cause des finances de la ville, mais pas aussi à cause d'un programme, à cause d'un bilan, à cause d'une ville aujourd'hui qui a été métamorphosée et transformée. Et c'est vrai que l'on a pu souvent attaquer Christian Estrosi sur la gestion des finances, tant au niveau de la ville de Nice que de la métropole. Force est de constater que ces études faites par l'Institut Montaigne, qui touchent d'autres grandes villes et pas uniquement la ville de Nice, montrent qu'il y a une gestion dynamique de la dette et que, en plus, faire de la dette, mais pour réaliser des investissements, c'est aussi participer à une dynamique économique, à une attractivité de notre territoire qui, forcément, profite à l'ensemble des Niçoises et des Niçois. Et on le voit aujourd'hui, ça permet aussi d'apporter une qualité de service, d'apporter des projets structurants qui participent à l'amélioration du cadre de vie et d'habitat et d'environnement des Niçoises et des Niçois. Et justement, les candidats à la mairie de Nice, Steve, ils tentent de capitaliser sur l'écologie. Ouais, 20 minutes qui s'intéressent au programme des candidats à la mairie. Que propose-t-il pour améliorer la qualité de l'air ? Christian Estrosi, candidat pour un 3e mandat, se félicite de l'arrivée de 2 nouvelles lignes de tramway et promet 100% de bus à énergie propre d'ici à 2026. Dans le programme des autres candidats, on retrouve entre autres la création d'une navette maritime. Elle est notamment proposée par Jean-Marc Chipot de Debout la France et Jean-Marc Governatori de la liste Nice écologique. La création de nouvelles pistes cyclables sont également proposées, ou encore une meilleure utilisation de l'énergie. Patrick Allemand, pour les socialistes, propose de ne plus délivrer de permis de construire sans projet d'utilisation écologique des toits. Oriane. Merci beaucoup, Steve, pour cette revue de presse. On va continuer à parler des municipales. Plus largement, les Républicains qui refusent de soutenir Édouard Philippe au Havre, mais qui ne présenteront pas de candidat face à lui. Est-ce qu'Édouard Philippe met les Républicains dans une situation compliquée ? Non, je pense que cela correspond à la ligne de conduite de notre famille politique depuis que Christian Jacob en a pris les rênes. Aujourd'hui, il y a une vision pragmatique, concrète, une vision qui se veut respectueuse de la diversité au sein de notre famille politique, mais qui s'appuie aussi sur des bases et un ancrage local. Aujourd'hui, bien évidemment, la famille politique à laquelle j'appartiens ne peut donner son investiture à Édouard Philippe, qui l'a quitté. Mais pour autant, il y a sur la liste d'Édouard Philippe des élus qui sont des élus toujours encartés aux Républicains,
qu'est-ce que l'on veut? Que demain, ces élus puissent continuer à exercer leur mandat et qu'ils restent dans notre famille politique, les Républicains. Donc je pense que c'est simplement être pragmatique et pouvoir prendre en compte chacune des situations locales. Et je remercie en tout cas Christian Jacob d'avoir cette vision parce que ça a ramené beaucoup d'apaisement au sein de notre famille politique et je pense que ça nous permettra de conforter nos positions dans ces élections municipales. Parce que l'opposition trop franche, trop claire que prenait Laurent Wauquiez, ça n'était pas apaisant pour votre famille politique? En tout cas, me concernant, ce n'était pas forcément apaisant. Ça montait plutôt les uns contre les autres. Et dans la situation dans laquelle se trouvent toujours les Républicains, en convalescence, je pense que ça nous aurait amené encore plus à des difficultés. Et aujourd'hui, on a besoin aussi de sérénité, d'apaisement, de détermination pour relever des combats. Et les élections municipales seront la première étape qui en suivra d'autres, sénatoriales, régionales, départementales. Et les Républicains seront plus que jamais audibles à travers un programme, à travers des projets, des idées et à travers des personnalités. Autre sujet qui concerne toujours le municipal, c'est Christophe Castaner qui a été obligé de revoir sa copie, notamment sur la circulaire et notamment sur ce nuançage. Il voulait que les communes de moins de 9000 habitants n'aient pas des candidats avec un nuançage. Finalement, ce sera les communes de moins de 3500 habitants. Est-ce que la nouvelle copie vous va ? En tout cas, la première n'allait pas du tout. Nous l'avions dénoncé. Aujourd'hui, on le voit, c'est un couac de plus du gouvernement puisque le Conseil d'État a retoqué une grande partie de la circulaire. C'était véritablement du tripatouillage politique. Le ministre de l'Intérieur ne voulait qu'une seule chose, c'est-à-dire gommer pour 95% des communes l'étiquette politique de ces communes et donc pouvoir revendiquer des victoires là où la République En Marche est incapable d'avoir ces victoires parce que n'ayant pas d'ancrage local, d'enracinement local. Donc aujourd'hui, il a un petit peu augmenté le seuil, puisque initialement c'était des communes de plus de 1000 habitants. On est passé à 3500 habitants, dont acte. Un dernier mot rapidement, il nous reste peu de temps sur le communautarisme. Cette proposition de loi constitutionnelle de Philippe Bas pour armer la Constitution contre le communautarisme. On attend un discours du chef de l'État. Dans les jours à venir, il est annoncé pour fin février sur ce sujet. Est-ce que la droite sénatoriale cherche à mettre la pression sur le chef de l'État ? La droite sénatoriale est dans son rôle. La droite sénatoriale veut tout simplement dire que nul ne peut se prévaloir de ses opinions religieuses ou de ses origines ethniques pour être au-dessus de la règle commune et que s'imposent à tous les valeurs de la République contre la fragmentation communautariste. Et donc, effectivement, cette proposition de loi de Philippe Bas, co-signée par Bruno Retailleau et par Hervé Marseille, vise à rappeler ces valeurs, à rappeler avec fermeté et détermination que nous devons défendre la laïcité, parce qu'il faut bien en convenir, le président de la République est plutôt mal à l'aise avec ces sujets, et en particulier le sujet de la montée du communautarisme. C'est vrai qu'il dit depuis un certain temps qu'il va faire des annonces, mais aujourd'hui, on ne voit toujours rien venir. Alors, on attend, mais nous, on veut passer des discours aux actions. Eh bien, merci beaucoup. Merci Dominique Estrosi-Sassone d'avoir été avec nous ce matin. Dans 2 minutes, l'invité politique, c'est Julien Denormandie, le ministre chargé de la ville et du logement. Il est avec nous. Avant de l'entendre, on va regarder notre série de modules pédagogistes, puisque jusqu'au premier tour des municipales, on vous propose ces modules pour vous aider à mieux comprendre l'élection. Ils sont réalisés en partenariat avec France 3 Nova, la chaîne de la Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, on va voir quelles sont les obligations du maire. Alors je ne sais pas quelles sont les obligations des maires, hein. Mais bon, de vous à moi, je pense que l'obligation numéro 1 pour un maire, ça doit être vraiment de construire des dodanes. Voilà, non parce que bon, il y en a partout quoi. Et puis alors là, depuis quelques temps, il y a une nouvelle mode, c'est les ronds-points. Donc voilà, ça doit être le deuxième truc sûrement, voilà, deuxième obligation, rond-point. Dodane, rond-point. Et élu pour un mandat de 6 ans, le maire possède ce qu'on pourrait appeler une double casquette. Il est à la fois agent de l'État et agent de la commune. Ses pouvoirs et obligations sont fixés d'après le CGCT, le Code général des collectivités territoriales. Quand il porte la casquette d'agent de l'État, le maire est soit sous l'autorité du préfet, soit sous celle du procureur de la République. Sous l'autorité du préfet, il est chargé de la publication des lois et règlements, de l'organisation des élections, de la légalisation des signatures et du recensement citoyen des jeunes. Bon, ça c'était pour le côté paperasse. Lorsqu'il est sous l'autorité du procureur de la République, il est officier de la police judiciaire et officier d'état civil. Bon là c'est clairement le côté festif de la fonction, hein. Il doit célébrer les mariages, mettre
à jour les actes d'état civil et dresser les actes de décès. Bon, j'avoue, c'est pas hyper festif pour les décès, mais ça reste l'occasion de boire un petit coup. Ah, la santé des morts, hein. Quand le maire porte sa seconde casquette, celle d'agent de la commune, il doit veiller à l'exécution des décisions du conseil municipal et au maintien de l'ordre public notamment. En plus de ça, il représente la ville devant la justice et doit gérer son budget. Il est également le chef de l'administration communale, c'est-à-dire qu'il est le supérieur hiérarchique de tous les agents communaux. Il doit attribuer les autorisations d'urbanisme, gérer les demandes d'aide sociale et l'entretien de l'environnement et des espaces publics de sa commune. Il peut même réglementer la circulation, le stationnement et faire plein d'autres trucs super cool, comme se servir de son gros trousseau de clés pour ouvrir les portes des bâtiments officiels ou serrer des mains des inconnus. Ça en fait des choses à faire, hein, quand même. Rassurez-vous, cela dit, il ne fait pas ce travail tout seul. Ses adjoints sont là pour le suppléer et l'aider dans ses obligations. Bon, en parlant d'obligations, moi j'ai l'obligation de rendre l'antenne. N'oubliez pas de me poser vos questions à l'adresse ci-dessous. Allez, ciao! Notre invité politique ce matin, c'est Julien Denormandie. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, ministre chargé de la Ville et du Logement. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale représentée par Stéphane Vernet. Bonjour Stéphane. Bonjour. Stéphane qui dirige le bureau parisien de Ouest France. On va commencer avec ce rejet d'une proposition de loi centriste qui rallongeait le congé pour un parent ayant perdu un enfant. Ce rejet qui crée des tensions au sein de la République En Marche. Est-ce que le fossé se creuse entre les députés marcheurs et le gouvernement ? Non, il ne faut pas dire ça. Je pense que c'était un épisode compliqué qu'on vient de vivre. Pourquoi ? Parce que d'abord, on parle d'une proposition de loi qui touche à l'intime. Moi, je suis père de 4 enfants. Je ne connais pas plus grand malheur que de celui de perdre un enfant. Malheureusement, chaque année, il y a des milliers de parents qui vivent ce drame. Et d'un drame et de ce qui relève de l'intime est venue une proposition de loi où il y a eu des incompréhensions, il y a probablement eu des maladresses, il y a même eu des erreurs. Et je crois qu'il faut faire très attention parce que la grandeur de la politique aussi, c'est quand il y a des maladresses, quand il y a des erreurs, savoir les reconnaître et les corriger de suite. Mais comment le gouvernement a pu en arriver à de telles erreurs ? A été fait. Mais parce qu'après, vous avez aussi toute la question de savoir comment est interprété le vote qui a eu lieu. Moi, je connais très bien Muriel Pénicaud, je connais très bien des députés qui siégeaient. Je peux vous dire que ce sont eux aussi des pères et des mères de famille, avec une très grande sensibilité dessus. Après, quand vous rentrez dans le détail, la question c'est, par exemple, est-ce que ce qui était proposé dans cette proposition de loi était financé ou pas ? Est-ce que ce qui était proposé apportait l'accompagnement ou pas ? Au final, est-ce que ce qui était proposé dans cette proposition de loi était le cadre suffisant ou pas ? Mais quand même, le MEDEF vous dit qu'il faut voter, qu'il n'aurait pas voté ça. Après coup, il a été considéré que ce sujet était une importance cruciale, qu'il fallait aller beaucoup plus loin, sur le jour de congé, mais pas que, et j'insiste dessus. Songez par exemple que le président de la République, il y a 1 an et demi, a voulu nommer au sein du gouvernement un ministre, Adrien Taquet en l'occurrence, exclusivement chargé de ces questions de l'enfance, exclusivement. Ça faisait bien longtemps qu'au sein d'un gouvernement, il n'y avait pas quelqu'un qui à temps plein était chargé de la question de l'enfance. Et Adrien Taquet, ça fait des semaines et des semaines avec Muriel Pénicaud qui travaille sur justement cet accompagnement. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ? Cette PPL cette proposition de loi reviendra au Sénat début mars, puis à l'Assemblée. Et les consultations ont repris avec les associations, avec les partenaires, pour pouvoir aller plus loin. Et je crois que c'est ça qui importe, c'est aujourd'hui d'aller plus loin sur ce sujet. Autre sujet d'actualité, la réforme des retraites, 22 000 amendements déposés, 360 examinés hier en commission. Il va vous falloir combien de temps pour arriver à épurer les 22 000 amendements ? Comment ça va se passer ? Surtout, moi, je trouve que le comportement de la France insoumise, parce qu'on parle de quoi ? On parle sur les 19 000 amendements déposés par la France insoumise. Sur les 20 000 amendements qui restent, il y en a 19 000 de la France insoumise. La France insoumise est clairement dans une obstruction parlementaire. Et elle le revendique. Et moi, je pense que c'est tout sauf un reflet de ce que doit être le débat parlementaire. Ça nuit à la grandeur du Parlement de faire de telles obstructions. On avait Damien Abad à votre place hier qui disait que finalement, ça faisait le jeu du gouvernement, qu'il y avait une espèce de collusion objective entre la France insoumise et la République En Marche sur ce sujet. Il faut raison garder. Il faut que M. Abad ne tombe pas là aussi dans de l'interprétation politicienne. Et puis, il faut surtout pointer du doigt ce comportement à la fois
irresponsable et je pense même irrespectueux de la grandeur du Parlement, qui est ce comportement d'obstruction de la France insoumise. Pourquoi ? Parce que je ne crois pas qu'aucun des citoyens qui ait voté pour la France insoumise n'ait voté pour des personnes qui déposaient 19 000 fois le quasi-même amendement, c'est-à-dire des amendements qui changent juste par une virgule, par un chiffre, par un mot. Tout ça pour faire de l'obstruction et pour empêcher le débat. Parce que quand vous avez 20 000 amendements à faire, les amendements les plus importants, ils ne peuvent pas être débattus de manière sereine. Et donc vous nuisez à la qualité du débat parlementaire. Et ça, objectivement, ça n'est pas responsable. Il ne sera pas possible d'examiner les 22 000 amendements, même en allant extrêmement vite, dans le délai imparti, d'ici le 17 février. Ce qui est sûr, c'est Qu'est-ce qui va se passer techniquement ? Que le gouvernement Quel est votre recours ? Ce qui est sûr, c'est que le gouvernement fera tout son possible. Vous avez dû, je suis sûr que ça ne vous a pas échappé, hier il y a eu tout un débat pour faire en sorte que les amendements soient présentés plus rapidement que d'habitude. Parce qu'au fur et à mesure, quand on vous présente pour la X millième fois D'ailleurs, la France insoumise crie au scandale. Et la France insoumise crie au scandale. Mais vous voyez bien là, une nouvelle fois, le comportement irresponsable, avec en plus des procès, et je les vois venir, qui sont des procès en leçon de démocratie, que la France insoumise va oser faire au reste des parlementaires. Mais où est-on ? Des procès en leçon de démocratie, alors qu'il y a un blocage ici, qu'il y a une revendication de ne pas suivre des processus démocratiques habituels là, voire même, et ça on en a l'habitude, des contestations des juges ou des qualificatifs à l'encontre des forces de l'ordre qui sont absolument techniquement, odieuses. vous allez faire comment en fait pour surmonter cet obstacle ? Moi je fais confiance au pilotage des chambres parlementaires, comme les décisions courageuses qui ont été prises hier pour pouvoir faire en sorte que ça aille plus vite lors de la commission. Si ça ne va pas plus vite et si la commission ne réussit pas à examiner, finalement, c'est le texte du gouvernement qui sera examiné en séance le 17 février. Est-ce que ça ne vous arrange pas, finalement ? Non. Non, moi je crois profondément au débat parlementaire. Profondément. Et je crois d'ailleurs que c'est une attente et je pense que c'est nécessaire. Et force est de constater, c'est un reproche qui a été fait au gouvernement, que nous avions passé beaucoup de temps à discuter de ces textes. Beaucoup. Qu'on avait beaucoup concerté. Parfois, certains nous le reprochaient trop. Toute cette concertation, elle ne vise pas à être balayée d'un revers de la main parce que la discussion au Parlement n'aurait pas lieu. Donc vous pensez vraiment que les 22 000 amendements vont être examinés d'ici le 17 février ? En tout cas, moi, ce que j'espère, c'est que... Vous êtes le seul. Non, mais ce que j'espère, c'est que parmi ces 22 000, le temps nécessaire soit pris sur les amendements les plus importants et que sur le reste, la mécanique parlementaire permette... à défaut de mettre fin à ce comportement irresponsable, au moins à pouvoir le surpasser pour toutes celles et ceux qui veulent un débat. Mais j'insiste, je pense qu'il est important de pointer du doigt, de dénoncer ce comportement à la fois irrespectueux des institutions, mais aussi des Français, parce que c'est de ça dont il s'agit, quand le débat parlementaire qui est si important sur un texte aussi fort pour notre démocratie ne peut pas avoir lieu. Et malheureusement, je constate que ce sont toujours les mêmes qui font ce blocage. Autre sujet d'actualité avant de passer à vos dossiers, c'est cette proposition de loi constitutionnelle déposée par la majorité sénatoriale pour armer la Constitution face au communautarisme. Vous avez entendu Dominique Estrosi Sassone, la sénatrice Les Républicains, dire que le président de la République était mal à l'aise sur ces sujets. Est-ce qu'elle n'a pas raison ? Non, pas du tout. Et pour non seulement bien connaître le président de la République et depuis longtemps, et l'entendre depuis longtemps s'impliquer et évoquer ces sujets, mais en plus en tant que ministre du Logement et de la Ville, je suis confronté à ces sujets au quotidien dans mes responsabilités. Et je peux vous dire deux choses. La première, c'est que, bien au contraire, moi je pense que nous avons un président de la République qui affronte le sujet sans nier aucunement les difficultés, les difficultés qu'on observe sur certains territoires avec des sécessions qui peuvent être faites, des difficultés qui peuvent donner lieu ensuite à des comportements qui n'ont rien à faire dans notre République. Mais de quelle manière il affronte ? On attend un discours, on attend des propositions, ça ne vient toujours pas ? Des choses ont déjà été faites par le passé et un engagement a été pris dans les prochaines semaines de pouvoir annoncer avant les municipales. On est toujours sur ce calendrier-là. Je laisserai le président le faire. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est lui qui s'exprimera sur le sujet ou ce sera un plan qui sera présenté par quelqu'un d'autre ? Le gouvernement. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons déjà fait autour du président de la République et j'y étais de nombreuses réunions sur ce sujet. Mais vous n'avez aucune précision sur ce qui va se passer. En tout état de cause, moi, dans les domaines qui sont les miens, avec mes collègues, que ce soit sur comment mieux accompagner les associations. Comment faire en sorte que le sujet de l'école, qui est si important dans beaucoup de territoires, puisse être mieux appréhendé avec ces écoles hors contrat ou parfois des enfants de notre République qui ne sont plus scolarisés. Et ça peut arriver, mais quand vous voyez que ça augmente de façon
très importants, toujours dans les mêmes territoires, ce sont des signaux d'alerte à prendre avec énormément d'importance, ou que ce soit aussi très important à mes yeux, d'avoir une lutte contre les discriminations. Parce que qu'est-ce que nourrit le communautarisme ? Il y a beaucoup de facteurs. Il y a des facteurs d'endoctrinement, il y a des facteurs d'idéologie, mais il y a aussi des facteurs de ce sentiment de ne plus appartenir à la même République parce que nous sommes discriminés. Vous voyez, sur tous ces aspects-là, ça fait des semaines et des semaines que des réunions se tiennent, des propositions très concrètes sont faites pour faire en sorte que, au moment où le président ou le Premier ministre s'exprimeront, ce soit des mesures fortes qui sont prises. Mais je vous le redis de manière très claire, le président de la République, il est très au fait de ce sujet, mais très clair dans ce qu'on veut faire. Et il a eu des mots très forts en disant que le communautarisme était un poison dans notre République. Pourquoi ? Parce qu'une République, par définition, il n'y a qu'une seule communauté. C'est celle qui nous unit les uns aux autres. C'est celle des lois de la République. C'est celle qui fait que, à quelconque moment, dans quelconque endroit, qui que vous soyez, à chaque fois, ce qui doit être mis au-dessus de tout, ce sont les lois de la République. À chaque fois. Et ça, nous sommes très clairs dessus. Allez, on va passer à vos dossiers, Julien de Normandie. Ils sont nombreux. On va commencer par cet événement que vous lancez aujourd'hui, Habiter demain. Ce sont 2 jours de réflexion autour du thème « Comment rendre les villes de demain plus durables, sobres, résilientes et solidaires ». Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Quel est l'objectif ? Aujourd'hui, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est face à nous, qui nous interroge et qui nous oblige. C'est la question de faire la ville. Qu'est-ce que ça veut dire faire la ville aujourd'hui ? Dans un contexte où cet été on a vécu la canicule, un épisode très dur pour notre société, où cet hiver on a vécu des inondations et quitté des inondations meurtrières, où beaucoup de nos concitoyens se disent mais au final est-ce que la ville dans laquelle je vis, elle me permet de faire face à ces événements et elle me donne l'espace dans lequel je veux évoluer, c'est-à-dire une société solidaire où les uns vivent avec les autres et pas contre les autres, confère la discussion que nous avions tout à l'heure. Et quand vous faites la ville, vous avez une responsabilité sur tout ça. Les inondations, par exemple. Moi, je suis ingénieur agronome. C'est un sujet que je connais depuis longtemps, sur lequel j'ai travaillé depuis longtemps. Les inondations, quand vous artificialisez le sol, très concrètement, quand vous faites des grands parkings en périphérie des villes, vous empêchez quoi ? L'eau de s'infiltrer dans les sols et donc vous participez à l'inondation. Quand vous avez ces grands événements de canicule et que vous n'avez pas une once de verdure dans une ville, ou que vous n'avez pas des points de fraîcheur dans une ville, ou quand même vos bâtiments n'ont pas été bien pensés, ça devient invivable. Et donc, pendant ces 2 jours, et je fais aujourd'hui, ce matin, avec vous, des annonces fortes en ce sens, on va se poser la question de savoir comment, moi, ministre, mes équipes, on peut être des artisans de cette ville durable, de cette ville de demain, en accompagnant les élus locaux. Comment on peut faire en sorte, par exemple, que, vous savez, ce modèle de développement dans beaucoup de villes, pas partout, mais souvent, qui consiste à avoir cette grande zone pavillonnaire périphérique, avec ces grands supermarchés, avec toujours le plus XXL, en périphérie, et à l'intérieur de votre ville, un centre-ville qui meurt, avec des logements qui deviennent vacants, avec des commerces qui disparaissent, comment on peut faire pour lutter contre ça ? Parce que moi, ce modèle-là... Alors concrètement, comment on fait ? Concrètement, on prend des dispositions, ça c'est qu'on est en train de mettre en œuvre avec force, c'est des dispositions que j'avais prises par exemple dans la loi Elan. Aujourd'hui, j'ai donné la possibilité dans la loi Elan à un maire de surseoir à un projet de supermarché en périphérie, s'il le décide. Depuis 2 ans, et vous m'avez souvent entendu le dire, je me bats pour rénover les centres-villes. Une grande opération qui s'appelle Cœur de Ville, qu'on a lancé 5 milliards d'euros et on a fait un décompte. On est déjà à plus d'1 milliard d'euros d'investis. J'ai créé un dispositif fiscal qui porte mon nom, qui vise à dire, moi j'arrête de faire de l'incitation à l'investissement locatif dans le neuf, dans ces zones-là, pour l'orienter vers la rénovation dans le centre-ville. Et puis on va aller plus loin. Aujourd'hui, on va annoncer par exemple que toutes ces initiatives, toute cette vision, on va les rassembler dans une association qui s'appelle France Ville Durable, qui va permettre de créer cette dynamique, de capitaliser sur tout ce qui existe. Aujourd'hui, on va labelliser près de 90 nouveaux écoquartiers pour aller plus loin là aussi. Et puis aujourd'hui, on va se poser une question aussi qui est très importante, qui est de se dire, la végétalisation, c'est important. Mais moi, je crois qu'on peut aller encore plus loin. Je voudrais créer de vraies fermes agricoles, des fermes urbaines, des quartiers fertiles. Parce que j'y crois profondément et parce que moi, je préfère, en tant, encore une fois, de père de famille, que ce qu'il y a dans l'assiette de mes enfants, dans la cantine, ça vienne de ces circuits courts plutôt que d'une importation par avion.
Et donc, on va lancer un appel à projet pour créer 100 fermes urbaines, mais des véritables fermes dans la ville. Il y a beaucoup d'expériences déjà dans notre pays où on voit que ça marche. Et on va le faire précisément dans les quartiers prioritaires de la ville. Donc dans les quartiers les plus compliqués, créer des banlieues vertes, où il y a une demande particulière. Donc on fait ça avec l'ANRU, on va investir 20 millions d'euros pour ce faire. Et on lance aujourd'hui cet appel à projet pour dire à tous les élus locaux qui le souhaitent, rejoignez-nous dans cette dynamique. Moi, mon rôle, c'est d'être cet artisan de la ville durable en accompagnant les élus locaux pour ce faire. Et vous en avez déjà parlé avec les élus locaux ou Bien la sûr. discussion s'engage aujourd'hui? Les concertations ont déjà été faites avec les élus locaux concernés? Alors, c'est un travail que moi je porte depuis maintenant plus de 2 ans et demi, mais qu'aujourd'hui nous permet de donner une autre dimension parce qu'on a structuré ces différentes actions. On crée donc cette association France Ville Durable, on labellise de nouveaux écoquartiers, on revoit les écoquartiers pour qu'ils soient plus simples. On lance ce grand appel à projet pour les 100 fermes urbaines qui sont extrêmement importantes à mes yeux. Et on va pouvoir également accompagner les élus locaux dans ce qu'ils font au jour le jour. Et puis, dernier point là-dessus, vous savez, trop souvent, moi, je trouve que l'État a été un État qui peut-être donnait des leçons. Vous l'avez vu, moi j'ai une vision très claire sur comment on fait pour rénover le centre-ville plutôt que toujours développer ces zones pavillonnaires périphériques et ce grand supermarché. Mais je le fais avec pragmatisme, c'est-à-dire que je dis au maire, le jour où vous voulez sursoir, maintenant je vous donne la possibilité. Vous avez maintenant la possibilité de sursoir à un supermarché. Et je vais vous accompagner aussi pour revitaliser par exemple les grands parkings. C'est quelque chose qu'on annonce aujourd'hui. Comment vous faites pour ces grands parkings ou friches industrielles, les revitaliser? Voilà des sujets très concrets où les élus locaux peuvent bénéficier de notre expertise. C'est très concret, c'est intéressant, mais c'est très ciblé, non? Parce que en fait, l'Action Cœur de Ville, qui est un dispositif intéressant, ça concerne 220 villes moyennes en France à peu près. Là, vous parlez de quartiers fertiles, une centaine de fermes urbaines, mais dans des quartiers prioritaires de la ville. Donc vous êtes sur des actions qui concernent des territoires donnés très, très particuliers. Par exemple, les fermes urbaines, les quartiers qui seront concernés, ils sont complémentaires des actions cœur de ville ou c'est des territoires non, qui se recoupent? Ils sont complémentaires. Ils sont complémentaires parce que c'est vraiment des quartiers prioritaires de la ville et c'est les projets qui vont nous remonter. On n'a pas identifié où seront ces lieux. On dit aux élus locaux, exactement, on dit aux élus locaux, nous on met des financements, on met de l'ingénierie, on sait que plein de modèles existent et faites-nous remonter les projets. Et moi j'en ai vu déjà plusieurs dizaines lors d'un grand événement qu'on a organisé il y a quelques jours pour leur dire appropriez-vous le dispositif qu'on lance aujourd'hui le 5 février. Sur le pour financement, vous. est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Vous nous avez parlé de ces 20 millions, est-ce que vous pouvez nous dire plus sur la manière dont ça va être financé? Ça va être des financements qui viennent de l'État ou de la Caisse des dépôts principalement, avec un peu de financement également de l'ADEME et tout ça piloté par cette formidable agence qui est l'Agence nationale de la rénovation urbaine. Je salue le travail qu'ils ont fait parce que il y a 1 an, je suis allé voir ces équipes, c'est une agence que je pilote en disant je veux que nous devenions avec l'Agence nationale de rénovation urbaine, l'un des plus grands fermiers de notre pays. Et les collectivités aussi vont devoir financer? Alors, les collectivités pourront décider de compléter ces financements. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, je veux être l'accompagnateur de ces collectivités locales. Ce n'est pas moi qui vais faire le projet, c'est moi qui vais dire aux collectivités, je vous accompagne dans ces projets. Et force est de constater qu'il y a beaucoup de projets aujourd'hui qui existent. Et je vais le faire aussi avec une façon qui est, pour moi, importante, c'est-à-dire que l'État se doit d'être exemplaire. Et songez, par exemple, qu'aujourd'hui, j'annoncerai que dans les constructions de l'État faites par les établissements publics de l'État, les établissements d'aménagement par exemple, il faudra désormais que 50% de ces constructions soient des constructions en bois ou en matériaux biosourcés. C'est des choses des engagements que nous avions pris par exemple pour les Jeux Olympiques. Il n'y a pas de raison que ce qui est possible pour les Jeux Olympiques ne soit pas possible pour les constructions habituelles. Moi, je crois beaucoup dans la construction bois, de la construction des nouveaux matériaux. Et donc maintenant, l'État sera exemplaire. 50% des constructions... À partir de quand? Alors, ça va monter en charge. Il y a 2 ans, j'avais fixé déjà 10% et aujourd'hui 50%. Et je veux que ces 50%, à l'horizon, à la fin des 2 prochaines années, à chaque fois, ce soit automatique. Le secteur du BTP et les filières sont prêtes? Oui, non seulement elles sont prêtes, mais elles savent faire. Mais c'est ça le rôle de l'État, de donner cette impulsion. Si moi, je ne donne pas une impulsion, si moi, je ne dis pas je crois dans ces constructions nouvelles,
Et comme j'y crois, je fais en sorte que moi je sois exemplaire. C'est quand même très difficile dans ce cas-là d'emmener une filière. Et donc moi j'ai cette vision politique et donc j'ai cette exemplarité. Et donc 50% des constructions de ces établissements publics seront en bois ou en biosourcé. Rapidement, à propos de construction nouvelle et d'impulsion, où est-ce qu'on en est du nombre de logements neufs construits en 2019 il y a une baisse? On est à précisément 409 000 constructions neuves. Est-ce que c'est suffisant par rapport aux besoins? En tout cas, c'est des années qui restent... c'est quasi la même chose que l'année dernière. C'est moins de 1% de variation. Et ça reste une année très haute par rapport à la moyenne de ces 5 dernières années. Mais par rapport aux besoins? Et alors, force est de constater aujourd'hui qu'il y a toujours beaucoup de nos concitoyens qui sont mal logés. Et ça nécessite quoi? Ça nécessite de construire plus là où c'est nécessaire. Donc il faut maintenir cet effort de production, il faut aller encore plus loin. Moi, mon objectif, c'est d'aller plus loin que ce chiffre-là, pour être très clair et répondre à votre question. Mais ça nécessite aussi d'agir avec beaucoup de doigté sur d'autres territoires, où là, le sujet n'est pas la construction, mais la rénovation. Et donc, pour moi, c'est 2 sujets que je veux porter, à la fois construire plus là où c'est nécessaire, mais rénover plus. Quand vous voyez qu'on a lancé Cœur de Ville, qu'on a lancé ce dispositif de Normandie dans l'ancien, qu'en 2 ans, les chiffres de l'Agence nationale de l'habitat ont été multipliés par 2 en 2 ans. Vous savez, dans le monde de l'économie, on appelle ça une licorne. Quand vous faites x2 votre activité en 2 ans. Sauf que cette licorne, c'est l'ANA aujourd'hui, c'est l'Agence nationale de l'habitat. La présidente de l'Agence nationale de l'habitat, c'est Nathalie Appéré, la maire de Rennes, qui a annoncé qu'elle arrêtait en avril. Est-ce qu'on sait qui va la remplacer? Non, on ne sait pas. Et vous savez, ça va être des discussions qu'on aura avec l'Association des maires de France. Et donc, on va attendre des municipales et puis on verra qui... Après les municipales. Bien sûr. Une question sur un sujet qui va intéresser de nombreux Français, ce sont les banques qui durcissent leurs conditions de prêt. En 2020, il sera plus difficile de contracter un prêt immobilier, il faudra plus d'apports, la durée du prêt sera moins longue. Et ce, sous l'impulsion du gouvernement. On a du mal à comprendre ce choix qui va compliquer l'accès à la propriété pour les jeunes, pour les primo-accédants, pour les personnes modestes. Non, il faut être très précis, parce que souvent c'est présenté comme ça, alors que ça n'est pas le cas. Qu'est-ce qu'on a vu dans l'accès au prêt pour devenir propriétaire d'un logement? C'est que parfois, on avait des dispositions qui étaient, par exemple, des durées extrêmement longues. Jusqu'à présent, en gros, le maximum, c'était 25 années. Et aujourd'hui, on a observé que ce plafond de 25 années pouvait être... passé à 30 ans. Pouvait être dépassé. Souvent, et je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler dans les repas dominicaux, on vous dit qu'une banque ne prête pas plus d'un tiers de vos revenus. Aujourd'hui, on observait des comportements où vous aviez des banques qui prêtaient beaucoup plus qu'un tiers de vos revenus. C'est quoi la conséquence de ça? C'est que certaines personnes devenaient en fait étranglées par les prêts qu'ils contractaient. Parce que quand vous contractez avec des énormes mensualités sur une énorme durée, vous pouvez avoir des grandes difficultés. Et donc, ce n'est pas du tout une réduction de l'accès à ces prêts, c'est simplement de limiter des dérives que nous avions pu constater. Et d'ailleurs, les banques ont tout de suite indiqué, à la demande du gouverneur de la Banque de France et donc également du gouvernement, que ceux qui soient le mieux accompagnés soient les primo-accédants là-dessus. Mais donc, je persiste et signe. Aujourd'hui, l'accès des crédits bancaires pour le prêt immobilier reste incroyablement bon dans notre pays et c'est certainement très bien ainsi. Vous avez participé la semaine dernière à la présentation du rapport de la Fondation Abbé Pierre sur le mal logement. Au cours de cette présentation, vous avez pu mettre en avant un certain nombre de bons chiffres, notamment 110 000 logements sociaux agréés en 2019, dont 34 000 logements dits très sociaux. C'est un niveau qui n'avait pas été atteint depuis 2016. Donc, le problème, c'est que la Fondation, en même temps, dans son rapport, insiste sur le fait que les villes moyennes font preuve d'un engagement illégal en matière de logement social et que l'État, dont le rôle est d'impulser la politique du logement, l'État, dit la Fondation Abbé Pierre, parle beaucoup mais n'agit pas, ou en tout cas pas suffisamment. Oui, alors, ils sont un peu durs ou... Oui, ils sont un peu durs, mais ils sont dans le vrai. Non, vous savez, moi je travaille beaucoup, je les salue parce que mais ils attendent de vous plus en fait. Oui, mais je pense d'ailleurs ils l'ont noté et beaucoup de fois lors de ces présentations, ils ont mis en avant le fait que le gouvernement faisait bouger un certain nombre de lignes. Après, on n'est pas d'accord sur tout et ils sont dans leur rôle parce que la situation elle reste très difficile pour des centaines de milliers, voire des millions de nos concitoyens. Sur le cas que vous évoquez, l'impulsion vis-à-vis de la production de logements sociaux, moi je note 2 choses. La première, c'est qu'il y a un an, personne
ne croyait qu'on pouvait atteindre 110 000 agréments. Personne. Et souvent, on me tapait dessus en me disant mais ils ont détruit le logement social. Force est de constater que non seulement ça n'est pas le cas, que ce que j'avais porté dans la loi Elan aujourd'hui, plus personne n'en parle, si ce n'est beaucoup se disent en fait, peut-être qu'il avait raison, et que l'objectif qu'on s'était fixé en termes d'agrément, on l'a atteint cette année. Et c'est très bien. Et puis le deuxième, j'ai signé il y a quelques jours le décret qui permet d'exempter un certain nombre de villes de la loi SRU. Pour la première fois, ce chiffre est aussi bas, pour la première fois. Il est encore plus bas que les villes qui avaient été exemptées, parce qu'on le fait tous les 3 ans, il y a 3 ans quand nous venions d'arriver au gouvernement. C'est extrêmement bas. Et pourquoi j'ai voulu que ce chiffre soit très bas ? Parce que je crois que cette pression dans la production de logement social via la loi SRU, elle est nécessaire dans notre pays. Et donc c'est très, très concret là aussi, et je sais que la Fondation en a bien conscience. Il nous reste 30 secondes, mais on voudrait vous entendre sur cette proposition de Benjamin Griveaux de donner un apport de 100 000 € aux Parisiens qui voudraient acheter une résidence principale. Est-ce que ce n'est pas le meilleur moyen de faire grimper les prix à Paris ? Alors, c'est toujours une question compliquée parce que la question est effectivement, dès que vous donnez des soutiens financiers, par définition, vous augmentez la demande et donc vous faites une augmentation du prix de l'offre. Mais c'est vrai aussi dans tous les dispositifs fiscaux que je gère. Mais là où la question elle est très compliquée, c'est qu'inversement, si vous ne le faites pas, vous chassez complètement une partie de la population de l'accès à la propriété. Dit autrement, si vous ne faites rien pour aider celles et ceux qui aujourd'hui ne peuvent atteindre ces prix-là, la conséquence, c'est que mais uniquement vous avez demandé votre avis, Benjamin Griveaux, avant de sortir cette proposition. Uniquement les classes les plus riches ont accès à la propriété. Donc il faut trouver ce juste équilibre et c'est ça que cherche à faire Benjamin Griveaux. Mais est-ce que là, c'est le juste équilibre ? Moi, je pense que c'est très important. Dans son projet politique sur le logement pour Paris, il met en avant une boussole qui est l'accès des ménages intermédiaires à la propriété. Et ça, je crois que c'est une bonne chose de viser cette population. Après, il faudrait rentrer dans le détail technique de la proposition. Et vous allez l'aider ? Moi, je le soutiens depuis longtemps, mais ça, je crois que c'est un secret de polichinelle. Merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre, d'avoir été avec nous. Merci, Stéphane. Demain, à votre place, ce sera Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, Julien Denormandie. On passe tout de suite au Club des Territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Club des Territoires. NJ, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le Club des Territoires. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous présentent le Club des Territoires. Le Club des Territoires en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales et les Indés radios. Aujourd'hui, un débat autour d'un thème. Les maires face à la radicalisation, sont-ils suffisamment informés ? Ont-ils suffisamment d'outils à leur disposition ? Sont-ils trop seuls face à ce phénomène ? On va en débattre. Mais d'abord, pour ouvrir ce débat, c'est l'heure de notre reportage en région. Nous suivons la campagne des municipales et aujourd'hui direction Maubeuge. Cette ville du département du Nord a défrayé la chronique aux dernières élections européennes puisque pour la première fois une liste, l'Union des démocrates musulmans français a enregistré des scores similaires à certains partis traditionnels. Ce micro-parti a été accusé de communautarisme par plusieurs responsables politiques. Il sera de nouveau présent au municipal à Maubeuge. Marion Vigreux et Jérémy Heinzmann sont allés rencontrer les acteurs locaux pour tenter de comprendre ce phénomène. C'est ici, dans le quartier de l'Épinette, que l'Union des démocrates musulmans français a enregistré sur l'un de ses bureaux 40% de suffrages, mais c'est 6% sur l'ensemble de la ville. Rien de spectaculaire, mais cette liste 34 a néanmoins surpris. Ces dirigeants n'ont pas souhaité s'exprimer. Nous sommes allés rencontrer un chercheur pour comprendre quel est ce parti. Julien Talpin, vous avez publié l'année dernière un ouvrage sur le communautarisme. Vous vous intéressez à la politique dans les quartiers. L'UDMF a fait parler de lui l'année dernière. Beaucoup d'élus politiques ont ensuite crié au communautarisme. Est-ce qu'ils ont eu raison de s'alarmer ? Je crois qu'on n'a jamais véritablement raison d'utiliser la notion de communautarisme qui, plutôt que d'ouvrir le débat public, contribue plutôt à le refermer. De quoi se revendique l'UDMF ? Ça s'apparente à une offre politique plutôt de centre-gauche, où on met beaucoup en avant le rôle de l'éducation, de la culture, des questions sociales aussi en direction des plus fragiles. Quelle est la part de religieux dans ce parti ?
Je crois qu'ils essayent autant que possible de le mettre de côté en réalité, de se présenter comme un parti citoyen. Au fond, l'idée, je crois, c'est de dire que leurs convictions religieuses, qui sont certaines, ce sont des musulmans, sont à l'origine de leur engagement politique, mais il n'y a pas de revendication proprement religieuse dans leur offre politique. Selon un sondage publié ce jour par La Voix du Nord, l'UDMF serait crédité de 1% aux prochaines municipales. Un sondage qui rassure les élus locaux, à commencer par le maire, qui voit dans ce parti un épiphénomène. Pour eux, la République n'est pas en danger à Maubeuge. Arnaud Decagny, nous sommes un peu moins d'un an après les élections européennes. Quel bilan faites-vous de ce vote UDMF? Vous dire qu'il y a une adhésion par rapport à l'UDMF ici à Maubeuge, je ne le pense pas. Aujourd'hui, je ne vois personne de revendiquer UDMF et puis je ne vois pas non plus de militants ici, proprement dit. Je pense qu'il y a eu une confusion à un moment donné sur ce vote ici à Maubeuge. Alors, donc pas de phénomène de communautarisme ici à Maubeuge? Alors après, ça dépend ce que vous appelez communautarisme ou aussi repli communautaire. À Maubeuge, nous avons aussi peut-être quelques personnes qui sont peut-être en repli communautaire, qui sont venues peut-être un peu plus récemment sur le sol national et qui ne pratiquant pas très bien la langue française, écoutez, quelques familles vivent entre elles. Et puis, alors si c'est ça vous appelez du repli communautaire ou de communautarisme, ça peut arriver. Bon, en tout cas, il n'y a pas aujourd'hui de signalement dramatique sur Maubeuge. En 1997, l'association Place Publique voyait le jour dans le département du Nord pour sensibiliser à la citoyenneté et lutter contre les discriminations. Nasser Achour, vous êtes le président de cette association et vous êtes toujours très remonté par la polémique née l'année dernière autour de cette liste dite communautaire. Tout à fait, puisque c'est une forme de stigmatisation d'une liste politique qui a été déposée conformément à la réglementation et aux logiques du ministère de l'Intérieur, tout simplement. Je ne pense pas qu'il y ait un repli communautaire, puisque les attributions au niveau des politiques publiques, notamment au niveau de la mixité, au niveau du logement, relèvent d'une compétence municipale, voire extra-municipale, et que les logiques de peuplement ont conforté la situation d'avoir des mêmes populations dans les mêmes environnements, sur les mêmes lieu de vie. Le vote de mai dernier semble être le symbole d'une rupture de l'électorat populaire de ces villes moyennes touchées depuis près de 30 ans par la désindustrialisation. Ici, près de 35% de la population vit sous le seuil de pauvreté, mais les choses peuvent encore changer. Le chômage semble avoir amorcé une baisse et 3 quartiers de Maubeuge vont bénéficier de l'ANRU. Une partie de ces grandes barres vont être détruites. Voilà pour ce reportage à Maubeuge. On va regarder ensemble la liste des candidats déclarés pour le moment pour ces municipales à Maubeuge. Et pendant que vous lisez cette liste, j'en profite pour vous dire que demain on sera à Lens. On poursuit notre tour de la campagne dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. On va débuter ce club. Bonjour Georges Fenech. Bonjour. Merci d'être avec nous pour ce débat sur les maires face à la radicalisation. Vous êtes à la tête d'une mission de formation des élus et des collectivités sur la prévention de la radicalisation. Pas du tout. Vous allez former les maires en tout cas. C'est une initiative avec 2 autres Patrick anciens députés. Il ne s'agit pas d'une mission parlementaire. Nous ne sommes plus parlementaires d'ailleurs. Non, d'une mission de formation, je n'ai pas dit parlementaire. C'est nous qui avons décidé dans le cadre de la formation des élus, n'est-ce pas, de créer ce module pour les sensibiliser et leur donner les grilles de lecture pour lutter contre la radicalisation. Donc c'est une initiative personnelle, c'est pas une mission. Oui, voilà. Mais j'ai pas dit parlementaire. En tout cas, vous formez les élus. Ou alors, si je l'ai dit, je ne m'en suis pas rendu compte. C'est une vraie mission citoyenne. Voilà. Si je l'ai dit, en tout cas, je m'en suis pas rendu compte. Voilà. Vous formez en tout cas les élus. On va en parler longuement. Romain Gaspard, bonjour. De la Gazette des communes. On a vu ce reportage à Maubeuge. Maubeuge, où aux dernières européennes, la liste de l'Union des démocrates musulmans de France a défrayé la chronique. On va le voir dans ce sondage municipal publié par nos confrères de La Voix du Nord. Cette liste est aujourd'hui créditée d'1%. C'est le maire sortant UDI qui est en tête des sondages, suivi par le candidat du Parti socialiste, suivi du Rassemblement national. Le Rassemblement national qui est crédité de 18%. Est-ce que, Romain Gaspard, on peut dire qu'il y a un risque communautariste à ces élections municipales ou ça va trop loin de dire ça? C'est un épiphénomène.
Aujourd'hui, c'est compliqué parce que si on prend par exemple le parti aux européennes, c'était 0,13% au niveau national. Donc c'est très très peu. À mon avis, ce qui va jouer et ce qui peut influencer certains territoires, c'est quand il y a une très forte abstention et qu'il y a des représentants associatifs, politiques assez importants et qui ont une grande prise sur un territoire et qui peuvent influencer ou en tout cas pousser les votes. Mais c'est l'abstention aussi qui va jouer cette variable d'ajustement, et sans cette forte abstention, le risque c'est très très faible, et à mon avis il n'est pas très très élevé, à part dans certaines villes très ciblées qui font la une de l'actualité. Georges Fenech, vous qui allez sur le terrain à la rencontre de ces maires et de leurs habitants, est-ce que vous sentez ce risque de vote communautariste ou pas du tout? Et moi, je reviens effectivement des Hauts-de-France. Cette semaine, j'ai fait cette formation à Lens, Liévin, par exemple, là où vous allez donc demain, si j'ai bien compris. Oui, évidemment, mais c'est quoi? C'est 29 000 voix aux dernières élections européennes, cette liste communautariste, mais c'est 29 000 voix aujourd'hui. Demain, comme l'a dit très bien Xavier Bertrand, ça sera peut-être 290 000 et 2,9 millions. Donc je pense que sur le plan du symbole, c'est important de lutter contre ces listes communautaristes qui vont à l'encontre totalement de notre Constitution, de nos valeurs républicaines. Que faut-il faire? C'est un vrai sujet. Il y a une proposition de loi constitutionnelle qui a été déposée par le président de la Commission des lois, Philippe Bas. On en parlera tout à l'heure, si vous voulez. On va en parler, mais sur ces maires, puisque vous rencontrez ces maires, vous vous occupez d'eux en ce moment, est-ce que vous pensez que certains maires ont encouragé, voire toléré ce communautarisme, et que c'est pour ça qu'on en arrive là aujourd'hui? Moi, je pense que tous les maires aujourd'hui de France sont confrontés au phénomène de communautarisme. Il n'y a pas un endroit de la République qui soit épargné. Et plus loin encore, risque de radicalisation. C'est ce que je fais également au titre des formations. Est-ce que des maires encouragés? Il faut se le dire très franchement, il y a eu au moins une volonté, je dirais, de laisser faire, de ne pas contrarier certaines communautés, certaines associations, voire peut-être aussi du clientélisme électoral. Donc c'est une attitude qu'il faut évidemment absolument se préserver, parce qu'on a un risque à ce moment-là de développement du communautarisme. On est en train de payer aujourd'hui effectivement toute une période où certains élus n'ont pas fait ce qu'ils auraient dû faire pour lutter contre cela. Certains élus de tous bords? Certains élus de tous bords. Romain? Oui, c'est le clientélisme. Il ne faut pas mettre tous les élus dans le même sac, mais on le voit dans certaines villes et dans certains départements, et c'est presque au-delà de l'islam, c'est avec de nombreuses religions. Si on prend Sarcelles, il y a toute cette question des accords avec les associations juives, il y a la Seine-Saint-Denis avec les associations musulmanes. Enfin, c'est des deals qui ont été faits dans certains endroits, sur des écoles, sur des mosquées, et parfois pour des raisons légitimes. Une construction de mosquée quand il n'y en a pas ou quand elle n'est pas digne, c'est une vraie question dans des territoires. Mais après, c'est la façon dont c'est fait, les contreparties qu'on y met. Et là, des fois, c'est assez flou, et on voit les enjeux électoraux, l'entrée de certains acteurs associatifs qui posent question sur certaines listes municipales. C'est des vraies problématiques, et ça fait 30 ans qu'on a ces questions, et que dans certains endroits, il y a des accusations, en tout cas, de clientélisme. Alors derrière la question du communautarisme, il y a la question de la radicalisation. Vous, Georges Fenech, qui allez donc à la rencontre de ces maires sur la prévention de la radicalisation. Quel est le phénomène et que vous disent les maires? Est-ce qu'il y a de l'inquiétude chez les maires que vous rencontrez? Il y a une prise de conscience, il y a de l'inquiétude et beaucoup de désarroi. C'est-à-dire, que faire? On a effectivement évoqué, c'est le président de la République d'ailleurs, cette société de vigilance. Je pense que la société de vigilance, c'est d'abord et avant tout les élus, les maires, les collectivités locales. Sont eux qui sont en contact direct des populations. On a fait des plans nationaux. Le 4e plan du mois de juillet 2018, présenté par le Premier ministre, incite énormément, évidemment, les maires à se former et à mettre en place des structures. Tout ce que nous encourageons aussi lors de nos formations, c'est de dire aux maires, organisez-vous au sein de vos conseils municipaux. Créez ces groupes de partage et d'échange d'informations sur la radicalisation. Vous avez des communes qui le font très bien, parce que essentiellement il y a un préfet du département
qui, lui, impulse une véritable politique. Et puis, il y a d'autres départements où on sent que ce n'est pas tout à fait une priorité. Et les maires, moi j'en ai rencontré, des élus qui ne connaissaient même pas l'existence de la circulaire du 13 novembre 2018, voyez-vous, On va en parler de ça. qui prévoit quand même une information des maires. Enfin, je vous laisse le soin d'évoquer cette question. Puisque vous en parlez, on va regarder précisément ce que contient cette circulaire du 13 novembre 2018. On voit ça avec Fabien Ricard. Informer les maires pour mieux protéger les Français. C'est le sens d'une circulaire du ministère de l'Intérieur en date du 13 novembre 2018. Elle autorise les maires à demander au préfet des informations sur le niveau général de menaces sur leur commune, comme sur l'influence d'un lieu de culte ou d'une association. La circulaire ne leur donne accès ni à des informations classées secret défense, ni à l'identité de fichiers S. Mais elle permet en revanche au préfet, dans certains cas, de communiquer aux maires des informations confidentielles nominatives. Par exemple, pour alerter sur la radicalisation d'un employé municipal. Elle demande enfin que les remontées d'informations des maires soient systématiquement vérifiées par les services et que des interlocuteurs spécifiques leur soient dédiés. Cet échange d'informations doit être encadré par une charte de confidentialité signée par le maire, le préfet et le procureur de la République. Selon un récent rapport de 3 anciens députés spécialisés dans la formation des élus locaux, la circulaire est encore trop largement ignorée par les différents acteurs sur le terrain. Georges Fenech, elle est ignorée, mais est-ce qu'elle est efficace, cette circulaire? Est-ce que c'est une bonne chose? Elle est intéressante, cette circulaire, parce qu'elle prévoit que le préfet, au moins 2 fois par an, doit informer les maires sur le niveau de radicalisation dans sa commune. Et elle prévoit aussi que lorsque le maire fait un signalement, il a le droit en retour d'avoir une réponse étayée, n'est-ce pas? Sauf que je pense que cette circulaire n'est pas appliquée comme elle devrait l'être. En tout cas, c'est le constat que nous avons fait. Il faut faire confiance aux maires. Moi, c'est ce que je dis. Il faut faire confiance aux maires. Ce sont des premiers magistrats de la commune. Ils ont des obligations, ils ont des devoirs, ils sont officiers de police judiciaire. Les informer au compte-gouttes, c'est ne pas prendre en considération ce qu'est véritablement un maire et ses responsabilités. Et pour vous, l'État aujourd'hui ne fait pas assez confiance aux maires? Rechigne encore à faire une confiance totale, je dirais, aux maires. Vous savez, moi, lorsque j'ai présidé la commission d'enquête parlementaire sur les attentats de Paris, j'ai eu l'occasion de constater, par exemple, à Molenbeek, en Belgique, la filière de Molenbeek, que la bourgmestre, elle me l'a montré d'ailleurs, elle m'a montré la liste de tous les fichiers S radicalisés qui étaient dans sa commune. Vous voyez, le niveau de confiance en Belgique n'est pas le même encore en France. Je ne dis pas qu'il faut donner tous les éléments confidentiels. D'ailleurs, il y a une charte de confidentialité qui est signée entre le maire et le préfet. Mais le maire, il désigne qui? Un responsable d'une crèche, d'une association, dans les écoles. Donc, il doit savoir qui il nomme. Il doit avoir cette information pour éviter précisément de mettre des individus qui n'ont pas à être à cet endroit-là. Et les maires, ils sont demandeurs de ces informations. Est-ce que c'est pas aussi le risque de faire peser trop de responsabilités sur leurs épaules? Il y a des maires, la plupart des maires, évidemment, sont conscients de leurs responsabilités, mais vous en avez effectivement qui préfèrent ne pas savoir. Et ça, je pense que c'est un problème, parce que le maire a une responsabilité importante. Est-ce qu'il y a un manque de coopération entre l'État et les maires, Romain Gaspard? Il y a un certain nombre de maires qui se plaignent et qui se plaignaient avant cette circulaire de faire tout un tas de signalements sur des écoles, des responsables, et de n'avoir jamais aucun retour. Et il y avait ce secret qui allait tout le temps dans un sens, qui bloquait beaucoup de maires en disant: est-ce que notre action sert à quelque chose? Est-ce que le fait... ça manquait presque d'institutionnalisation de ce lien entre préfets, et ça dépend aussi des préfets et puis des élus sur chaque territoire, mais plusieurs acteurs de renseignement territoriaux nous expliquaient que plus on institutionnalisait des notes écrites et un lien avec la préfecture, plus c'était efficace et plus il y avait un suivi de terrain. Après, les élus ont besoin d'un retour et ont besoin parfois d'être accompagnés aussi. Et ça, c'était un vrai manque pour eux, parce que la menace terroriste et cette compétence supplémentaire leur est tombée dessus avec les attentats. Et il y en a un certain nombre qui se sont retrouvés dépourvus de devoir le gérer. Et aussi, est-ce que les maires, Georges Fenech, ils ne sont pas seuls parce que l'État s'est désengagé de ce sujet? Est-ce que l'État aussi ne se repose pas trop sur les maires? Moi, je pense que l'État ne se repose pas suffisamment sur les maires. C'est tout le contraire. Je pense que c'est véritablement là qu'il faut mettre la priorité.
Vous avez dans chaque commune un réseau associatif, par exemple, qui est toujours très important. En France, on a quoi? On a, je crois, 10 millions de nos compatriotes qui appartiennent à des associations. Il y a à peu près 1 million d'associations en France. C'est là qu'il faut effectivement prévoir, par exemple, des chartes de la laïcité. C'est fait maintenant par certaines grandes régions. Xavier Bertrand, par exemple, dans les Hauts-de-France, octroie des subventions à des associations que s'il s'engage sur une charte de la laïcité. C'est fait aussi par Valérie Pécresse en Île-de-France. Il faudrait que partout, dans les régions, dans les départements, dans les communes, on incite précisément à ces chartes de la laïcité. Parce que c'est bien beau d'avoir des déclarations d'ordre constitutionnel, de rajouter des mots, laïcité ici ou là, mais si vous ne faites pas vivre la laïcité sur le terrain, ça ne fonctionne pas. Et qui peut faire vivre la laïcité sur le terrain? Ce sont les élus, vous comprenez? Donc je pense que c'est là que notre priorité doit se porter, responsabiliser davantage les élus et leur donner les moyens d'agir. Allez, justement, puisque vous parlez de cette proposition de loi constitutionnelle de Philippe Bas, on va voir avec vous, Steve, que le Sénat s'empare de la lutte contre le communautarisme. Et le Sénat qui s'empare donc de ce sujet du communautarisme, Steve, avec cette proposition de loi constitutionnelle déposée. Oui, un spectre hante les couloirs du Sénat depuis plusieurs mois. Plus sérieusement, il s'agit d'un thème récurrent au sein de la majorité sénatoriale depuis quelques mois, la lutte contre le communautarisme. Alors, en début de semaine, on a appris qu'une proposition de loi avait été déposée à ce sujet. Elle s'intitule « Proposition de loi constitutionnelle visant à garantir la prééminence des lois de la République ». Cette proposition de loi a été déposée par Philippe Bas, Bruno Retailleau et Hervé Marseille, 2 sénateurs Les Républicains, 1 sénateur de l'Union centriste. Cette proposition de loi vise à modifier la Constitution. L'objectif est, je cite, de répondre aux revendications communautaristes qui fragmentent notre société. C'est ce qu'a déclaré Philippe Bas lundi chez nos confrères du Figaro. Alors, que prévoit précisément ce texte, Steve? 2 petits articles au total. Le premier dispose que nul individu ou groupe ne peut se prévaloir de son origine ou de sa religion pour s'exonérer de la règle commune. Alors, le terme important ici, c'est règle commune. Le terme renvoie ici non seulement à la loi, ce qui en soi n'a rien de très original. C'est déjà prévu par la Constitution, c'est même au fondement du droit français, mais le terme renvoie aussi à la règle commune qui existe au sein d'un service public ou, plus original encore, au sein d'une entreprise privée. Le texte dépasse donc très largement le cadre de la loi de 1905, la loi de séparation des églises et de l'État, qui elle ne visait que l'espace public, que les rapports entre l'État et les religions. Désormais, la laïcité débarque dans la sphère privée, Oriane. Et c'est un texte qui prend une portée politique, puisque le Rassemblement national dénonce un plagiat. Oui, le Rassemblement national qui se félicite de ce texte. Dans un communiqué, le Rassemblement national s'est réjoui de cette proposition de loi. Selon Marine Le Pen, ce texte ne fait que reprendre mot pour mot une proposition déjà formulée par son parti. C'était en 2018. On a vérifié, c'est vrai, le Rassemblement national a bien formulé la même proposition dans le cadre des travaux sur la réforme constitutionnelle. Je vous laisse juger. Article 3. Nul individu, nul groupe ne peut se prévaloir de son origine ou de sa religion pour s'exonérer ou être exonéré du respect de la règle commune. Alors voilà pour le texte du Sénat. Il y a quand même peu de chances que cette proposition de loi soit adoptée par l'Assemblée, mais c'est quand même une manière pour la majorité sénatoriale de mettre la pression sur le gouvernement. Oui, on attend toujours le grand discours sur la laïcité promis par Emmanuel Macron. Ce texte, c'est sans doute effectivement un moyen pour les Républicains, sans doute d'appuyer là où ça fait mal, le régalien, point faible supposé de la majorité présidentielle, si l'on en croit les sondages. Mais plus largement, ce texte sur le communautarisme, c'est une nouvelle traduction d'un thème sur lequel les Républicains entendent capitaliser. En novembre dernier, on s'en rappelle, Bruno Retailleau demandait l'interdiction des listes communautaires aux élections municipales. Cette proposition, elle s'est traduite dans un texte différent de celui qui a été déposé lundi. Le Sénat va donc, dans les prochains mois, examiner 2 propositions de loi constitutionnelle, l'une visant donc à étendre le principe de laïcité à la sphère du privé et l'autre visant à interdire les listes communautaires aux municipales. À cela, il faut ajouter les travaux en cours effectués par la commission d'enquête sur la radicalisation islamiste, une commission qui a été créée au mois de novembre à la demande du groupe Les Républicains.
Communautarisme, radicalisation islamiste, deux sujets qui se recoupent, deux sujets qui vont de pair pour la droite sénatoriale. Notez, Oriane, qu'à l'Assemblée nationale, Éric Ciotti doit rendre aujourd'hui les conclusions de la commission d'enquête sur l'attentat de la préfecture de Paris. Oui, le Parlement qui travaille beaucoup sur ces sujets. On va justement écouter Philippe Bas qui appelle le président de la République à se saisir de son texte. Je souhaite vivement que le président de la République, le gouvernement, la majorité à l'Assemblée nationale trouvent un accord sur la base de cette proposition de loi dont tout peut découler. Et au niveau du calendrier, quels sont vos espoirs par rapport à cette étape? Personnellement, je souhaite qu'on aille aussi vite qu'il sera possible, mais je veux qu'on se donne aussi le temps du dialogue pour créer du consensus autour de cette proposition qui n'a jamais été énoncée, mais qui est tout à fait dans la ligne droite de notre tradition républicaine. Vous connaissez la procédure de révision de la Constitution, hein. Il faut au moins 6 semaines entre le dépôt d'une proposition et son vote par l'Assemblée qui est saisie. Ensuite, il faut qu'elle soit inscrite dans la seconde Assemblée. Ensuite, il faut un référendum. Donc, ne vous étonnez pas si ça prend quand même quelques mois, mais je souhaite vraiment qu'on ne perde plus de temps maintenant. Georges Fenech, est-ce que la Constitution a besoin d'être mieux armée contre le communautarisme? Alors, il y a deux choses dans cette proposition de loi qui a très peu de chances, voire quasiment aucune chance d'aboutir, puisque le président de la République a déjà annoncé au congrès de l'AMF qu'il n'avait pas l'intention de s'engager dans un référendum. Hein, bon. Mais elle a le mérite d'exister, on comprend les motivations. Mais il y a 2 points. Celui qui concerne les partis politiques. Effectivement, je pense qu'il n'est pas inutile de rajouter à la Constitution le fait qu'un parti politique doive aussi respecter la souveraineté nationale, la démocratie et rajouter laïcité. Mais par contre, pour ce qui concerne l'article 1er, je rappelle, c'est-à-dire que personne, nul individu ou nul groupe ne peut se prévaloir de son origine, n'est-ce pas, pour s'exonérer du respect de la règle commune. Je rappelle quand même que la Constitution organise le fonctionnement des pouvoirs publics. Et uniquement des pouvoirs publics, le président, le Parlement, la justice, etc. La Constitution n'indique pas aux individus ce qu'ils doivent faire ou pas. Ça relève du code pénal, du code civil, du code du travail, vous comprenez? Donc je pense que là, il y a un défaut majeur, c'est que ce texte n'a rien à voir dans l'organisation des pouvoirs publics. Encore une fois, moi ce que je pense, c'est que la laïcité qui est déjà inscrite dans notre Constitution, vous le savez, qu'il y a dans la Déclaration des droits de l'homme, il y a des tas de choses aussi intéressantes, mais l'important, c'est de la faire vivre sur le terrain, parce que vous ne pouvez pas lutter uniquement par des textes. Il faut aussi que dans les têtes, ça fonctionne, c'est-à-dire qu'on respecte les règles de la vie en communauté. Eh bien, ce sera le mot de la fin sur ce sujet. On va passer à un tout autre sujet. Comme tous les jours, on va se rendre dans une rédaction locale. On va terminer là-dessus. On va aller à Toulouse. Comme tous les mercredis, on retrouve nos partenaires de la Dépêche du Midi. Bonjour Éric Berger. Merci d'être avec nous ce matin, rédacteur en chef adjoint de la Dépêche du Midi. Plusieurs sujets avec vous. On va commencer avec cette étude de l'Institut Montaigne sur les finances des grandes villes. C'est ça. Hier, les résultats de cette étude ont été révélés et il nous semblait intéressant d'y revenir et d'y consacrer un dossier ce matin, à quelques semaines des élections municipales. L'Institut Montaigne, en fait, s'est intéressé à la gestion des 11 principales villes de l'Hexagone, parmi lesquelles Toulouse, Montpellier, Bordeaux, qui nous intéressent, Toulouse évidemment. Alors, cette étude, elle dit d'abord que les villes ont fait des efforts ces dernières années en termes de maîtrise de l'endettement et des dépenses, mais que le niveau d'investissement, les dépenses d'investissement sont quand même en baisse assez sensible, de l'ordre de 22%. Il faut dire que l'État, qui a baissé ses dotations, demande aux communes de faire des efforts de gestion. On s'est bien entendu intéressé au cas particulier de Toulouse, qui fait l'objet de plusieurs pages dans cette étude. Toulouse, alors les 23 experts qui sont penchés sur les finances des communes, disent que la situation toulousaine est plutôt satisfaisante, avec un niveau d'endettement dans la moyenne, un niveau d'imposition également dans la moyenne. Et à quelques semaines des élections municipales, on a interrogé les différentes listes. Et dans l'opposition au maire Jean-Luc Moudin, qui a quand même un sujet qui fait débat,
Et un sujet d'inquiétude, c'est le grand projet de 3e ligne de métro qui doit voir le jour à l'horizon de 2025 et qui devrait coûter quelques 3 milliards d'euros. Alors l'opposition a effectivement pointé le risque d'un alourdissement de l'endettement. Ce sujet fait débat et anime la campagne des municipales ici. Et autre sujet à lire aujourd'hui dans la dépêche du midi, c'est ce virus qui attaque les tomates. Voilà, alors il n'y a pas de danger pour l'homme, je le précise d'emblée, mais dans notre région, qui est la 4e région productrice de légumes, c'est un sujet intéressant, un sujet que l'on suit. Il y a effectivement un virus qui est aux portes de la France. Pour l'instant, il n'y a pas de cas détectés dans la région ou même dans l'Hexagone, mais il est présent en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, et il fait beaucoup de dégâts dans les champs là où est cultivée la tomate. Et donc, on a consacré un dossier ce matin. On a interrogé un producteur, le président d'une fédération de producteurs du Lot-et-Garonne, qui est un département où on produit beaucoup de tomates. Et puis on a également eu un responsable de l'ANSES qui explique que ce virus est sous surveillance, qu'il n'y a pas de cas en France, pas de danger pour l'homme, mais qu'aujourd'hui il n'existe aucun traitement. Donc c'est un sujet d'inquiétude dans la profession agricole. Et dernier sujet, Éric Berger, à lire aujourd'hui dans vos colonnes, c'est un sujet qui fait réagir, c'est le retour d'Interville. Ça fait beaucoup réagir dans votre région, mais pas forcément bien. C'est ça, c'est un sujet que l'on suit depuis quelques semaines. On sait que l'émission Interville va revenir sur le petit écran, mais ce sera sans vachette. Et évidemment, c'est un peu un crime de lèse-majesté par ici. En l'occurrence, dans les Landes et dans le Gers, où un groupe a été créé sur Facebook pour protester contre cette décision qui revient au producteur de l'émission Nagui, qui s'est expliqué, qui a répondu à ses détracteurs, et on y consacre un sujet ce matin. Et voilà, beaucoup de choses à lire aujourd'hui dans la dépêche du midi. Merci beaucoup Éric Berger d'avoir été avec nous. On va regarder ensemble votre une du jour, la une de la dépêche du midi aujourd'hui. Voilà, que font les maires de notre argent? C'est à la une de votre journal. Merci Éric Berger d'avoir été avec nous. On se retrouve mercredi prochain. On termine avec la revue de presse qu'il y a à la une de vos quotidiens régionaux. Et Steve à la une, bien sûr, les municipales qui approchent à grands pas et il faut s'inscrire. Il est encore possible de s'inscrire sur la liste électorale. Nos amis de Nord-Éclair qui appellent en quelque sorte à la mobilisation générale. Inscrivez-vous sur les listes. Il est encore possible de s'inscrire jusqu'à ce vendredi minuit. Nord-Éclair qui se félicite et constate que le scrutin municipal mobilise. Ces dernières semaines, beaucoup d'inscriptions auraient été enregistrées, Oriane. Le Courrier Picard fait aussi sa une sur les municipales. Le Courrier Picard qui s'implique dans la campagne. On en parlait hier, Oriane. Le quotidien a réalisé un sondage à Amiens. Il donne la maire sortante largement en tête. Brigitte Fourret, UDI, serait réélue à la tête de la capitale de la Picardie. Conséquence de ce sondage, un candidat a décidé bien de jeter l'éponge. Laurent Bevin, PCF, ne briguera pas la mairie d'Amiens, selon le Courrier Picard. Allez, on va aller à Lyon. C'est un sénateur qui fait la une du Progrès. François-Noël Buffet, sénateur LR du Rhône, face aux lecteurs du Progrès. François-Noël Buffet est candidat à la très convoitée métropole de Lyon. En compagnie de lecteurs du Progrès, il s'est exprimé notamment sur les thèmes de l'environnement et des transports. François-Noël Buffet qui affronte notamment Gérard Collomb à l'occasion du scrutin, Oriane. Et on termine avec une question, Steve. Que fait-on avec 14 millions d'euros? Alors chacun fait ce qu'il veut, hein, Oriane. Encore faut-il les avoir? Il faut les avoir déjà. Mais un riche homme d'affaires a décidé de léguer cette somme à la commune de Mortézic dans l'Aveyron. Il s'agit de son village natal, 14 millions d'euros. C'est près de 15 fois le budget annuel du village. Le légataire a précisé que l'argent devra notamment servir à l'entretien des bâtiments de la commune, comme l'école ou encore l'église, Oriane. Et bien voilà, merci Steve pour cette revue de presse. Merci beaucoup Georges Fenech d'avoir été avec nous ce matin. Merci Romain Gaspard. Merci. On va regarder la une de la Gazette des communes cette semaine. C'est la Safe City sous surveillance. Je voulais nous en dire un petit mot. Oui, c'est un dossier sur toutes ces villes qui mettent en place plein de dispositifs, mais des dispositifs qui posent des questions sur la protection des données, sur la vie privée. Et donc, on passe au scanner un certain nombre de territoires et un certain nombre de dispositifs pour voir les avantages et les inconvénients et les expérimentations où on en est en France. Et voilà, et c'est donc à lire cette semaine dans la Gazette des communes. Merci Steve, on se retrouve demain. Demain, notre invité politique, ce sera Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement.
et à 15h. Ne manquez pas en direct et en exclusivité la séance de questions d'actualité au gouvernement au Sénat, comme tous les mercredis, présentée par Tam Tranui, que vous retrouvez dès 14h. Merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve donc demain pour une nouvelle émission. Bonne journée. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous ont présenté le Club des territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le Club des territoires. Engie, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous a présenté le Club des territoires.